Marco, l'atelier du Marquis, c'est un collectif et en même temps c'est un lieu où se retrouvent beaucoup de dessinateurs. Voilà, en fait, l'Atelier du Marquis, c'est un regroupement d'auteurs de bande dessinée où il peut y avoir un scénariste, des coloristes, des dessinateurs qui viennent en fait pour parfois bénéficier d'un espace de travail parce que bon, c'est peut-être pas forcément adapté chez eux. Et puis c'est plus sympa en fait d'être à plusieurs et ça crée une dynamique intéressante. Et puis ça permet aussi de partager aussi ces expériences. Euh, qui semble, enfin pour moi en fait important pour les uns les autres. Et puis c'est ça qui est intéressant. Et puis en dehors du travail, on partage aussi plein de choses, euh, plein de choses sur plein de passions. Voilà, qui nous Voilà, un vrai lieu interpellent. d'amitié, mais en même temps aussi un lieu utile puisque d'une certaine façon vous mutualisez des fonctions, vous mutualisez éventuellement aussi des réponses à des appels d'offres, des choses comme ça. C'est ça, oui, quand il y a des demandes diverses et variées, avec Jean-Luc, en fait, on se consulte et puis on commence à tisser un peu comment dirais-je, la demande. Voilà, on élabore, on structure bien tout ça, on épure un peu et puis une fois que c'est en place, une fois que le projet en fait est validé, eh bien on sollicite de l'entourage pour voir si ça les intéresse de collaborer sur le projet qu'on a déjà, nous, bien structuré. Alors, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que dessinateur de bande dessinée, c'est pas toujours rose. Et quelquefois, on a du mal à vivre de son art. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'opportunités qui sont marginales par rapport à la bande dessinée, ou en tout cas cousines, et qui permettent de gagner un peu d'argent. Voilà, en fait, ça peut aussi permettre à des personnes de mettre le pied à l'étrier aussi. Voilà, on peut recevoir en fait des personnes en stage qui se développent un peu dans le milieu et de les inclure sur des projets professionnels. Ça peut être voilà, intéressant pour eux aussi. Ou des personnes qui arrivent, qui s'installent quand on voit qu'ils se sont développés un peu plus au niveau de leur activité, on leur soumet éventuellement une participation au projet. C'est ça qui est aussi intéressant. Il est vrai que, parce qu'on oublie, même si on dit auteur ou autrice de bande dessinée, on reste des entreprises voilà, individuelles. Et c'est vrai que de nourrir son homme, hein, c'est pas évident. Donc, euh, oui, en fait, on mutualise et on développe aussi plein d'activités annexes autour. Voilà. C'est ça qui est aussi intéressant et je pense que c'est une donnée en même temps qu'il faut aussi intégrer. Voilà, avec donc, si je résume, trois avantages à cet atelier du Marquis, trois principales fonctions. Créer du lien, de la convivialité, aider à trouver du boulot, et puis, ce que vous disiez tout à l'heure, une sorte de pépinière de jeunes et futurs talents que vous accueillez en stage. Voilà, parce qu'en fait ça circule, hein. Les gens, voilà, certaines personnes vont venir quelques jours, d'autres quelques semaines, quelques mois, pour soit finaliser un projet, soit pour voir si ça fonctionne aussi en collectif. Ouais, c'est vrai, assez libre à ce niveau-là. Alors, toi, Marco, tu n'as pas encore publié d'album. Par contre, tu es un dessinateur confirmé. Quel type d'activité tu as dans le domaine de l'illustration en général? À confirmer, je ne sais pas. Je reste toujours quand même modeste. Pour ma part, j'ai surtout en fait travaillé pour Journal de Mickey, Titi et Gromier, ces magazines-là, où c'était plus en fait d'illustration, des pages de BD de presse. Mhm. Ensuite, pour ma part, où je travaille plus sous forme de commande, j'ai plutôt privilégié en fait à une certaine époque les cours en fait. Voilà, je donne plus des cours, j'enseigne plus en fait la bande dessinée, l'illustration, puisque j'avais pris davantage cette orientation-là et aussi à un moment organisé aussi des événements autour de la bande dessinée. Donc, d'une certaine façon, tu travailles au développement de la bande dessinée à Angoulême. J'y participe comme la plupart des gens qui sont dans le domaine créatif. J'ai démarré au départ dans le dessin animé. Euh, voilà, j'ai suivi une des dernières formations qu'il existait au CNBDI. J'ai intégré ensuite l'entreprise de dessin animé et parallèlement j'ai intégré après l'atelier Sanzo. Jean-Luc Loyer, nous sommes à ta table de travail de dessinateur.
La première question qui me vient à l'idée, c'est comment es-tu devenu dessinateur? Eh ben, j'habitais le Pas-de-Calais, j'ai eu envie de devenir dessinateur parce que ça me plaisait de raconter des histoires. Très vite, j'ai abandonné les études de classique et je me suis inscrit aux Beaux-Arts de Douai. Ensuite, j'ai entendu parler de l'école d'Angoulême. Je suis venu faire mes études à Angoulême. Et puis à partir de là, j'ai basculé un petit peu dans le dessin animé, comme beaucoup d'auteurs ici, à cette époque, déjà il y a 35 ans. Et j'ai proposé mes scénarios ensuite et je suis devenu auteur de bande dessinée comme ça. Donc ta passion de départ, c'est pas le dessin, c'est les histoires. Oui, c'est raconter des histoires. C'est pour ça que j'étais toujours très attiré aussi par le dessin animé. Mais comme c'est beaucoup plus difficile et plus impersonnel, j'ai préféré venir vers la bande dessinée et de tout maîtriser. Autant la manière de raconter, la manière de montrer, ça me correspondait mieux. Quel est ton univers graphique et historique d'une certaine façon? À quoi t'intéresses-tu? Quel genre d'histoire racontes-tu? J'aime bien raconter les gens, enfin c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai d'abord commencé par de la bande dessinée jeunesse chez Delcourt, avec Victor ou Madame la Lune, enfin j'en ai fait quelques-uns, ou une adaptation du Chaboté. Et très vite, au fil des rencontres, je me suis aperçu que raconter mon univers et les univers que je croisais devenait plus intéressant et plus fort à mes yeux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter beaucoup le Pas-de-Calais, parce que c'est de là d'où je venais. Et ensuite, j'ai fait des immersions dans des lieux comme des usines, le palais de justice, ou un hypermarché, et d'autres à venir encore. Un petit peu dans la bande dessinée reportage réaliste. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller voir les gens. J'ai pas un style, moi, forcément très réaliste, mais j'essaye de me coller au plus près des choses dont on parle jamais, en fait, finalement. On n'est pas avec, notamment avec Xavier Betaucourt, le scénariste avec qui je travaille le plus, d'aller voir les gens et de les raconter, mais d'une manière très... montrer que le banal est très, très riche, au fond, le banal, c'est vraiment entre guillemets, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces gens. Qu'est-ce que la bande dessinée apporte d'original par rapport aux autres modes de reportage qui peuvent être vidéo ou carrément écrit? Je crois que la grande différence entre la télé, le cinéma ou la musique, c'est le rapport au temps. La bande dessinée, comme le livre en général, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Je dirais presque plus encore la bande dessinée parce qu'on peut s'arrêter longtemps sur une image. On peut, autant un roman, peut-être qu'on va calibrer, sauf si on lit plus vite ou moins vite, on va calibrer ça dans le temps. Je crois que la bande dessinée, ça permet de s'arrêter, de regarder, de prendre son temps, de tourner les pages, d'aller vite, de zapper quelquefois, ou de comprendre rapidement d'un coup d'œil. Aussi, ça permet aussi de ne pas mettre de texte. C'est la force de la bande dessinée, c'est que l'image doit parler. Et voire même les espaces entre les cases racontent aussi des choses, comme les points de suspension ou les virgules dans les vrais romans. On est à une sorte de mi-chemin entre l'écrit et la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a encore place à l'imaginaire dans la bande dessinée. Assez paradoxalement, c'est un endroit où on dessine, où on montre, et pourtant on invite les gens à réfléchir, à regarder et à imaginer entre les cases, encore, le fameux espace intericonique, comme on dit, dans les fameuses cases blanches qui séparent les images. Et je crois que c'est la force de la bande dessinée, c'est d'amener des gens et puis aussi de les laisser quelque part. On est à ta table de travail, donc sur quoi travailles-tu en ce moment? Je me suis lancé il y a quelques mois aux éditions Jungle Pépite d'adapter Gargantua de Rabelais avec Marielle Faucheur, ma scénariste. Et on travaille sur ça. On s'est lancé dans quelque chose d'assez épique et ardu, parce que c'est même difficile. Je crois que on va même, à mon avis, stipuler que ce sont des morceaux choisis, parce que ça me paraît tellement impossible à raconter, à relater, pour plein de raisons. Autant pour ce qu'il dit, enfin, pas tellement pour ce qu'il dit, mais de la manière dont il est dit et la quantité de choses à dire. Mais on va prendre des idées fortes et on va essayer de les relater, les retranscrire, et puis donner envie de les Rabelais. C'est vraiment ça. J'ai vraiment des dessins très ronds et très... Je vais essayer de zoomer dessus. Et au fond, je crois que ça va bien avec Rabelais, et ça va bien avec Gargantua. Il y a un petit côté sympathique, un peu
pas dire paillard, mais festif. Gentiment festif. Gentiment festif, exactement. L'idée, c'est vraiment de dire ce qu'on a fait nous. On a redécouvert Rabelais, on a pris du temps, on a cherché des gens qui écrivaient sur Rabelais, qui parlaient de l'époque aussi, et de montrer combien Rabelais est encore aujourd'hui moderne, et comment, à son époque, il disait déjà des choses qui nous concernent, nous, aujourd'hui, sur l'humanisme, évidemment, sur l'idée de vivre ensemble, et de se regarder, de se moquer de soi-même aussi, se caricaturer. C'est sans doute ce qui a donné envie d'adapter le... Cet album, il sort quand? Ben là, je le termine. D'ici 2 mois, il sera terminé, livré à la maison d'édition. Et après, le bouquin sera dans leurs mains. Et c'est eux qui vont... Je crois que vers septembre, octobre, il devrait sortir dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Fosy, tu es membre du collectif de l'Atelier du Marquis. Comment es-tu devenu dessinateur? Alors là, ça remonte à très très longtemps, là. C'est-à-dire, il faut que je questionne le Fawzi quand il avait 2 ou 3 ans pour qu'il s'est mis à gribouiller sur les murs et un petit peu sur les papiers. Voilà, donc je dessine depuis très longtemps. Comment es-tu arrivé à Angoulême? Pourquoi venir dans la ville de la BD? Pareil, il faudrait que je prenne le globe terrestre pour tracer toutes les itinéraires du monde. Mais bon, je vais faire très court. Je suis sorti d'Alger vers l'âge de 19 ans. J'ai fait Paris, Amsterdam, New York, Nice, Nantes et Angoulême. Donc voilà à peu près les principales villes où j'ai vécu de mes crayons, de mes pinceaux, comme décorateur, peintre en lettres, illustrateur, caricaturiste. Et finalement, j'ai opté pour faire de la bande dessinée seulement, enfin principalement à Angoulême. Pas de regret? Pas du tout. J'ai rencontré une bande de joyauderie avec qui je m'entends bien, donc ça se passe bien. Voilà, la joie dans le métier, c'est une vraie valeur. Complètement. Alors, Fosy, explique-nous un petit peu ton univers graphique. Comment on pourrait te définir en tant qu'artiste? Vu que j'ai baigné quand même dans l'âge d'or de la BD, depuis les Mickey, les Bibi Fricotins, les Pim Pam Poum, les Tintins, les Spirou, j'ai connu quand même tout ce qui est franco-belge jusqu'à les années 90 où j'ai découvert un peu le manga comme tout le monde. Mais disons, mon univers, c'est quand même du bon franco-belge classique, des personnages connus, notoires, Blueberry, Tintin, Spirou, tous les personnages de Christin, tous les personnages de tous les scénaristes connus qui nous ont baignés, quoi. Voilà. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Alors, en ce moment même, je travaille avec les nouvelles maisons d'édition Passé Composé. Je travaille sur l'agonie de Henri II pendant les 10 jours. Et parce Henri II, bien sûr, dans un tournoi, s'est pris une lance dans l'œil, un morceau qui est resté coincé dans l'œil. Et donc, ils ont fait appel à Ambroise Paré, le père de la médecine moderne, et flanqué par un certain André Vézal, moins connu, un anatomiste belge qui était un petit peu le médecin de la cour d'Espagne, qui était un peu farfelu, qui un peu baigné aussi en Belgique, dans des cimetières où il déterrait des cadavres pour étudier l'anatomie, un peu comme Michel-Ange et tout. Donc il a un côté un peu mysticos, un petit peu onirique, par rapport à Ambroise Paré, qui est vraiment terre à terre, cartésien et même un peu cruel. La BD historique, c'est un peu ta marque de fabrique? Par accident peut-être, parce que vu que les histoires qu'on me proposait... Cet album sur Henri II, il est fini, il est avancé? Il est à mi-chemin, il sera fini avant juin, et on espère pour le prochain festival ou la prochaine rentrée. Et juste avant, en 2021, parce que j'ai enchaîné 2 BD dans la même année, je travaille assez vite, c'était ce livre qui est c'est un hommage au monde de la chirurgie néphrologique, la néphrologie, qui est scénarisé par Pierre Christin, donc le scénariste de Valérian, de Bilal, tout ça. Et donc, comme lui-même a été plus ou moins opéré, il était, disons, un petit peu dans ce monde hospitalier, il a voulu rendre hommage, un grand hommage historique depuis 1900, oui. Depuis les débuts du tâtonnement de la néphrologie, quand les malades mouraient atrocement dans les mouroirs, puis certaines découvertes comme la machine à dialyser dans les années 45, et ensuite les autres découvertes, les pointent jusqu'à la greffe du rein. Et donc c'est un livre documentaire qui retrace à peu près beaucoup de cas connus aux États-Unis et en France, et puis ça en finit un petit chapitre sur lui, comment il a vécu ça les 2 ans. D'accord, voilà. Témoignage, voilà, c'est ça. Donc on a travaillé avec Pierre Christin comme scénariste, en collaboration avec une équipe de néphrologues, donc des médecins et des chirurgiens à l'hôpital Necker, dont le professeur Franck Martinez,
qui D'accord. nous a beaucoup aidés techniquement. Est-ce que tu peux nous montrer quelques planches? Avec plaisir. Donc, ce Voilà. sont des photocopies, hein, c'est pas vraiment. Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc, on montre un petit peu les balbutiements, là, début du siècle, du XXe siècle, Voilà. les chirurgiens, les laboratoires. Avec Et- un trait oui, très précis, puisqu'on est dans le scientifique. Hein. Voilà. Alors là, on montre des mains de femmes qui font du crochet. Et c'était comme ça que se sont entraînés les médecins, les chirurgiens, pour apprendre à coudre, à suturer des nerfs et des tendons très très fins et très, très presque invisibles à l'œil nu. Et donc il y a eu des moments quand même assez un peu durs que les chirurgiens allaient acheter d'une façon un petit peu détournée, un peu illégale, des cadavres qui venaient juste décapiter la présidente de la santé pour étudier justement les reins. Bonjour Jean-Charles, tu es dessinateur de bande dessinée à Angoulême. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu au dessin? Alors, je suis venu au dessin, je pense par un éveil en fait à la bande dessinée de ma famille, principalement mon père qui lisait quand même pas mal de bandes dessinées et que je voyais du coup traîner à la maison. Alors ça allait être des Largo Winch, des Lucky Luke, des choses comme ça. Et Black et Mortimer notamment, il en lisait aussi beaucoup. Et très tôt, en fait, j'ai développé un goût pour le dessin. J'ai commencé à griffonner des choses, à m'exprimer par le dessin. Et puis, il s'est avéré que j'étais très intéressé par ça et plutôt bon, en fait, pour mon jeune âge. Je sais aussi, enfin, vers 10 ans, j'avais fait un rêve également qui m'avait orienté, un rêve assez marquant, je n'ai pas forcément le temps là, de le développer, mais qui m'avait un peu orienté sur une voie vraiment artistique et qu'il ne fallait pas que j'aie peur en fait d'aller dans cette voie artistique, qui m'avait notamment montré que c'était à Nantes qu'il fallait que j'aille pour m'épanouir au niveau du dessin, chose que j'ai faite arriver à mes études, à l'école Pivot, et voilà. Ah, c'est beau, ça prouve qu'il faut suivre ses rêves. Exactement, au sens propre et figuré. Ces rêves, après Nantes, t'ont amené à Angoulême. Dans quelles circonstances? Alors, j'avais des amis, après avoir fait l'école Pivot à Nantes, qui travaillaient dans l'animation et qui sont venus du coup travailler dans des studios d'animation à Angoulême. Moi, je suis parti quasiment un an à Montréal pour l'expérience, pour vivre au Canada. Et en revenant en France, je ne savais pas trop où aller parce que quasiment tout le monde était parti de Nantes. Nantes me coûtait très cher avec mes petits revenus d'auteur de bande dessinée au début. Et sachant que Angoulême était plein d'anciens camarades et que la vie était beaucoup moins chère ici, je suis venu m'installer en Charente. Alors donc Angoulême, une ville pleine de créateurs, mais aussi abordable pour les créateurs un peu en galère au début de leur carrière. Largement, je pense que c'est pour ça que beaucoup y restent. Alors tous les auteurs ont plus ou moins un univers, en tout cas ils vivent dans un imaginaire. Le tien c'est lequel? Le mien, ça sera plutôt celui du thriller, polar, teinté de fantastique. J'avais commencé du coup mes premiers albums, on va dire ma carrière, mon parcours plutôt artistique avec 2 albums sur Jack l'Éventreur. Inutile de dire ce dont il s'agit. Ensuite, même lorsque j'ai attaqué des albums d'Heroic Fantasy comme Les Maîtres Inquisiteurs, c'était toujours sous le prisme en fait d'enquête. Et lorsque j'ai travaillé sur Le Chant des Runes, en 4 tomes pour l'instant, 2 autres à paraître chez Glénat, il s'agissait donc d'un polar scandinave teinté de fantastique. Voilà, donc plutôt pour un public adulte, mais toujours dans le cadre de l'enquête. Et sur quoi tu travailles actuellement? Actuellement, je suis toujours dans l'enquête, étant donné que je travaille sur La Bête du Gévaudan. Voilà, La Bête du Gévaudan, où on a dit beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses à moitié fausses, à moitié vraies. Donc on a essayé avec le scénariste de trier les informations, de voir un petit peu, de faire la part des choses et de proposer un récit au lecteur qui ne sera pas une enquête officielle ou quoi que ce soit, mais en tout cas une vision de cette histoire romancée, mais qui reprendra quand même énormément des protagonistes naturellement en fait de l'histoire originelle, et puis de tout ce que l'on peut savoir en fait vraiment sur cette histoire. Donc un gros travail d'enquête qui demande sans doute un peu de temps. Quand est-ce qu'il va sortir cet album? Il devrait sortir au mois de janvier 2023. Il a été retardé à plusieurs reprises, notamment le Covid n'a pas aidé pour la production de l'album. Et le 2e tome, certainement 2024. Je pense qu'il faut compter un an de préparation pour chaque album.